Bonjour Hugues Dumont. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette série d'entretiens concernant la question démocratique. En démocratie, l'idée c'est de faire participer un nombre toujours plus important de citoyens à la décision politique. Et cette idée que en démocratie, on doit faire effectivement participer un nombre toujours croissant de citoyens à la décision politique, elle me paraît essentielle parce que on a développé dans les années 50-60 du côté des politistes américains l'idée qu'au fond une démocratie est compatible avec un assez degré élevé d'apathie. Hein, un politiste comme Robert Dole a théorisé cette idée d'une démocratie pluraliste compatible avec un taux d'apathie relativement élevé. Et c'est une idée qui m'a toujours révulsé. Donc je pense que la démocratie n'est vivante que si la plupart des citoyens s'y investissent, s'y intéressent et participent effectivement à la décision politique. Deuxième pensée qui m'inspire pour toujours enrichir la définition de la démocratie de Lincoln, ce sont les travaux de mon collègue Philippe Gérard, qui définit la démocratie par deux idées clés et une condition de possibilité. Première idée clé, l'égalité. Il n'y a pas de démocratie sans égalité. Depuis Tocqueville, on le sait, l'égalité des conditions, elle est indissociablement liée à la démocratie. Autrement dit, la démocratie, elle est nécessairement inclusive. Et deuxième idée, bien sûr, autonomie collective. Et donc c'est bien là le pouvoir par le peuple et pour le peuple, l'idéal de l'autonomie collective. Et ce que Philippe Gérard montre bien dans son livre, c'est que le respect des droits de l'homme, le respect des droits humains, est une condition de possibilité de la démocratie. Donc trois idées qu'il faut absolument maintenir ensemble. Donc l'idée d'une démocratie illibérale, l'idée d'une démocratie qui rompt avec les exigences de l'état de droit et le respect des droits de l'homme est une idée qui n'a aucun sens. Voilà le cadre dans lequel j'essaye de penser la démocratie. On présente généralement la Suisse comme étant un modèle démocratique. J'aimerais vous citer quelques données statistiques comparatives entre la Suisse et la Belgique pour avoir votre réaction. Donc en Suisse, 91% de la population se dit assez intéressée ou très intéressée par la politique. L'initiative populaire, le référendum sont des mécanismes très appréciés. Plus de 80% d'opinions favorables dans chaque cas. En Belgique, selon un sondage du soir de 2023, 7 Belges sur 10 se méfient de la politique, voire éprouvent un sentiment de dégoût à son égard. Est-ce que vous pouvez réagir à ces données? Oui, donc je suis très très sensible à cette comparaison et je partage votre tropisme helvétique. Donc il y a une enquête récente qui a été faite par l'OCDE qui place la Suisse vraiment en tête des États dont la population est dans un rapport de confiance avec les institutions politiques. Et je ne sais pas où se situe la Belgique dans cette enquête, mais je suppose qu'elle se situe vraiment dans le bas du tableau. Donc c'est clair que la Suisse offre ce modèle assez exceptionnel où la confiance des citoyens dans les institutions politiques est évidemment corrélée à un usage assez systématique des techniques de la démocratie directe. Et ça doit faire réfléchir. D'autant plus que, par ailleurs, la Suisse est une démocratie consociative. Donc on connaît ce concept de sciences politiques. Il y a deux grandes catégories de démocratie. La démocratie compétitive, avec une majorité, une opposition, la règle de l'alternance et la majorité tranche, et la démocratie dite de consociationnelle, consociative ou de concordance, que nous pratiquons tant en Belgique qu'en Suisse, où il y a des clivages assez structurels dans la société civile et dans la société politique, clivages qui sont transcendés par la recherche assez systématique de compromis pouvant faire l'objet de consensus. C'est un point commun que nous avons avec la Suisse. Et de manière assez frappante, au fond, en Belgique, on déduit, ou on a tendance à déduire du caractère consociatif de notre démocratie l'impossibilité d'organiser un référendum.
Alors que en Suisse, on me dit parfois que la démocratie consociative est le résultat de la démocratie directe. Donc c'est très troublant, ça. Euh, j'ai pu écrire dans ma jeunesse une phrase terrible à l'égard de l'État belge. Euh, Si un État, pour pouvoir continuer à exister, doit s'interdire de progresser sur le plan démocratique, il faut quand même s'interroger sur le sens de son existence. Euh, j'ai écrit ça dans un livre qui s'appelait Belgitude et crise de l'État belge, qui date de 1989. Euh, et je reste persuadé que cette interrogation conserve tout son sens. Euh, et donc nous devons, je crois, progresser sur le plan de notre régime démocratique, tout en affrontant évidemment les questions existentielles qui caractérisent l'État belge. Est-ce que cet État doit continuer à exister et le prix à payer pour sa survie peut-il être encore le refus d'avancer dans des procédures de démocratie directe? C'est une question qu'il faut pouvoir se poser. Est-ce qu'on pourrait dire que le conflit communautaire en Belgique prend en otage, en quelque sorte, la possibilité d'avancée démocratique? En tout cas, ce conflit entre, pour faire simple, les partis politiques flamands et les partis politiques francophones, je préfère parler de conflit entre partis politiques, flamands d'un côté, francophones de l'autre, atteint une acuité telle que on imagine très difficilement d'instaurer des procédures de démocratie directe à l'échelle fédérale. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres obstacles qui rendent l'organisation, par exemple, d'un référendum constituant à l'échelle fédérale très difficilement réalisable. Donc, il y a quelques années, j'ai aussi plaidé donc, pour l'instauration d'un référendum constituant, euh, considérant que la Constitution est la norme suprême et que ce qui peut lui donner la plus grande légitimité, c'est une ratification par une majorité du peuple. On sait qu'en Suisse, toute révision de la Constitution déclenche automatiquement un référendum. Petite parenthèse, c'est aussi quelque chose de précieux que des référendums puissent être organisés soit par application d'une règle générale et abstraite, comme celle qui, en Suisse, commande l'organisation d'un référendum chaque fois que l'on veut réviser la Constitution, soit fasse dépendre le déclenchement d'un référendum d'une initiative populaire. Par contraste, je range dans les contre-modèles, dans les États dont il ne faut surtout pas s'inspirer, tous ceux qui font dépendre le déclenchement d'un référendum d'une initiative politique. Ça tourne alors au plébiscite, c'est le référendum à la discrétion du chef de l'État qui cherche évidemment un appui par une consultation directe de la population. Ces systèmes-là sont vraiment à repousser. Mais revenons à la Belgique. Qu'est-ce qui rend extrêmement difficile l'institutionnalisation d'un référendum constituant? C'est la structure de nos collectivités politiques fédérées. Il y a 3 communautés, 3 régions. Bon. Si l'on veut organiser un référendum constituant, va-t-on exiger une majorité dans 2 des 3 régions? Ça paraît le minimum. Hein. En Suisse, il faut une majorité à l'échelle de toute la population suisse et une majorité à l'échelle des cantons. Mais en Belgique, avec nos 3 régions, si on décide de considérer que le référendum est adopté parce que 2 régions sur 3 ont dit oui, et si, par malheur, dans une de ces 3 régions battues figure soit la région wallonne, soit la région flamande, mais ça va provoquer une crise évidemment majeure dans la vie politique belge. Donc ce système n'est pas praticable à l'échelle de la Belgique des 3 régions. La Belgique des 2 grandes communautés. Bon, on pourrait dire que
un référendum constituant peut déboucher sur une décision si on trouve une majorité dans les deux communautés. Le problème évidemment pour la communauté flamande qui est majoritaire, c'est qu'elle aura le sentiment de subir un droit de veto de la minorité, qui est francophone. À mon avis, c'est a priori supportable. Il reste quand même la question du calcul des quorums à Bruxelles, puisqu'il n'y a pas de sous-nationalité. Donc comment déterminer si le seuil à atteindre pour que le référendum puisse être dépouillé est atteint, dès lors qu'on ne connaît pas le nombre de citoyens francophones à Bruxelles et le nombre de citoyens flamands. Bon, alors maintenant, si on prend les 4 régions linguistiques, on pourrait imaginer que le référendum nécessite une réponse favorable dans 3 des 4 régions linguistiques. Mais imaginons que la région de langue néerlandaise soit battue. Je pense que ça va déboucher sur une crise absolument majeure. Donc, il faut le reconnaître, on n'a pas trouvé la solution pour organiser un référendum à l'échelle fédérale. Néanmoins, je crois que si l'on devait avoir le courage de ouvrir un chantier en profondeur sur une 7e réforme de l'État, je vois mal comment ce chantier ne pourrait pas trouver son prolongement dans un référendum. Alors je m'explique peut-être très très brièvement sur cette idée à laquelle je tiens beaucoup. Parce qu'au fond, au départ, quand j'ai pensé au référendum, c'était pour poser à tous les Belges une question très simple. Voulez-vous, oui ou non, continuer à vivre dans un État commun? C'est une question qu'il me paraissait nécessaire de poser dès la révision de 1993. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai pu approfondir l'hypothèse référendaire. Alors depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et donc la proposition que je défends maintenant est la suivante. Je ne veux pas d'une 7e réforme de l'État qui se déroulerait de manière analogue aux 6 précédentes, c'est-à-dire des négociations exclusivement entre partis politiques, menées tambour battant à l'occasion de la formation d'un gouvernement, sous la menace de l'impossibilité de former un gouvernement aussi longtemps qu'une nouvelle réforme de l'État n'est pas acquise. Donc en général, comment ça se passe? C'est assez simple. Il y a des demandes de dévolution de compétences du niveau fédéral vers les entités fédérées, qui émanent essentiellement des partis flamands. Et le gouvernement doit être formé, et donc on couple la négociation sur l'avenir du fédéralisme belge à une négociation portant sur tous les sujets qu'un gouvernement doit pouvoir traiter avec la confiance d'une majorité au Parlement. Et donc la négociation proprement institutionnelle qui porte sur l'avenir du fédéralisme belge est menée tambour battant sous la menace d'un chantage tout à fait explicite du côté des partis politiques flamands, ou bien vous concédez, vous, partis politiques francophones, toute une série de nouvelles dévolutions de compétences vers les entités fédérées, ou bien il n'y aura pas de gouvernement. Et la crainte qu'il n'y ait pas de gouvernement est très efficace, parce qu'à un moment donné, les agences de notation vont plomber la dette belge, et donc les partis francophones font des concessions, mais des concessions qui ne sont jamais que des demi-concessions, donc on coupe les compétences en confettis, on fragmente les compétences, et on essaie de retrouver un minimum de cohésion en multipliant les accords de coopération obligatoires. Alors c'est un dispositif qui trouve maintenant ses limites. Multiplier les accords de coopération, ce n'est pas tenable. Je pense que la catégorie de l'accord de coopération, c'est une bonne catégorie, mais on ne peut pas multiplier les cas où un accord de coopération est obligatoire. Parce que le fédéralisme coopératif a ses fragilités. Un accord de coopération, on le conclut, on ne le conclut pas.
Hein, pensez par exemple à la communauté métropolitaine autour de Bruxelles, elle est prévue dans la loi spéciale de 8 août 1980 de réforme institutionnelle, mais elle n'a jamais vu le jour parce que sa naissance dépend d'un accord de coopération entre les trois régions. Et la région flamande n'en veut pas. Et il n'y a rien, personne qui peut forcer la région flamande à en vouloir. Un accord de coopération est vulnérable. Vulnérable au droit de veto de n'importe quelle des parties contractantes. Il est vulnérable aussi à la difficulté de modifier l'accord une fois qu'il a été conclu. Bref, je rêve d'un chantier consacré à une 7e réforme de l'État où l'on se donne les moyens d'aller en profondeur sur ce que l'on veut. Continuer dans la voie du séparatisme à cran d'arrêt avec de nouvelles dévolutions de compétences en confetti et une multiplication d'accords de coopération, ça me paraît aller dans le mur. Et donc, j'en appelle à l'idée de demander à nos concitoyens d'élire une assemblée ad hoc, une assemblée spécialement formée dans ce but, à côté du Parlement chargé des affaires politiques normales. Donc Chambre et Sénat continuent à travailler au jour le jour, contrôle le gouvernement, mais à côté de la Chambre et du Sénat, si on veut encore du Sénat, il y aurait une assemblée sur le modèle d'un congrès national. Un congrès national dont les élus ont pour unique mission de réfléchir en profondeur à ce que nous voulons devenir en tant qu'État belge, fédéral ou pas. Et là, on peut déployer toutes les hypothèses. On peut déployer l'hypothèse d'une modification d'un État fédéral qui devient une confédération d'États, le modèle de la NVA. Il faut pouvoir en discuter. On peut imaginer une refondation de l'État fédéral sur de nouvelles bases. Un État fédéral qui serait soutenu par un véritable projet fédéral. On n'a jamais en Belgique conçu le fédéralisme comme un véritable projet. Le fédéralisme, ça a été au fond un moyen de régulation pacifique de conflits qui se sont répétés depuis 1970. On n'a jamais vraiment pensé le fédéralisme. On a imaginé au fond, sans vraiment le penser, un fédéralisme très dualiste, avec 3 grands principes. Un principe d'autonomie, un principe d'égalité, un principe d'exclusivité des compétences. Donc un compartimentage des compétences extrêmement rigide. Et puis progressivement, on a recouru à toute une série de techniques inspirées par le fédéralisme coopératif, notamment la multiplication des accords de coopération, mais aussi des compétences implicites, des compétences cadres, des compétences concurrentes, officielles ou officieuses. Ce système devient illisible. J'ai eu le plaisir de l'enseigner pendant des années. Je peux vous dire que c'est quand même un peu une torture pour les étudiants d'entrer dans la maîtrise d'un dispositif qui n'a pas beaucoup de cohérence. L'ensemble des grands principes qui régissent la répartition des compétences, il a été fabriqué essentiellement par la doctrine et la jurisprudence. Il n'a pas été voulu par des acteurs politiques conscients de porter un projet fédéral. Donc je crois qu'il faut remettre tout ça en chantier et confier ce chantier à une assemblée d'élus qui ont été exclusivement désignés pour travailler sur ce chantier institutionnel. Moi, j'en ai marre des électeurs, notamment flamands, qui portent leur préférence pour un parti comme le Vlaams Belang, en disant moi, je ne suis pas du tout séparatiste, je suis xénophobe. Hein. Distinguons bien, vous participez à une élection pour la Chambre, ok, vous avez vos préoccupations. On vous demande de participer à une autre élection, une élection dont l'objectif unique est de statuer sur l'avenir de cet État. Et cette Assemblée recevrait un pouvoir constituant originaire, donc le pouvoir d'établir une toute nouvelle constitution sur de toutes nouvelles bases. Pour le mettre en place, il faut passer par une révision de la Constitution qui met en place, au fond, une passerelle du pouvoir constituant dérivé au pouvoir constituant originaire. C'est tout à fait techniquement possible, c'est juridiquement parfaitement boulonnable, si je puis dire, mais il y a bien sûr une volonté politique. Alors j'en reviens au référendum. Imaginons, rêvons, que la Belgique se donne les moyens de repenser son fédéralisme ou d'organiser un divorce. Parce que si, à la suite d'une délibération en profondeur sur tous les scénarios possibles pour l'avenir de l'État belge, on décide ensemble qu'il vaut mieux se séparer, allons-y, prenons le temps, ça va prendre 10 ans, même plus, et on peut imaginer un divorce. Dans certains cas, il vaut mieux divorcer. Mais je crois qu'en toute hypothèse, le résultat de cette convention
de ce congrès national, hein, du travail de cette assemblée composée d'élus dont l'unique mission est de statuer sur l'avenir de l'État belge, devrait être soumis à une ratification référendaire. Voilà. Et je confierai à cette assemblée le soin de trancher les dilemmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais je pense qu'une ratification référendaire est quand même hautement souhaitable. Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce que l'organisation d'un référendum au niveau fédéral se heurte à toute une série de difficultés qu'il ne faut pas progresser là où on le peut, c'est-à-dire au niveau régional et au niveau communal. Ok, on va y revenir. Puisque vous abordez cette question de réforme de la Constitution, on sait qu'à l'heure actuelle, le gouvernement fédéral, je dirais, est dans une situation où il pourrait, en fin de législature, modifier la Constitution, que le cabinet du Premier ministre est en charge de préparer ces dispositifs. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle va dans le sens d'éviter une 7e réforme de l'État, contraire aux critères que vous venez d'avancer? Mais je pense que l'idée qui a germé parmi les partis politiques du gouvernement, qui soutiennent le gouvernement Arizona, c'est l'idée de réutiliser le tout de passe-passe, qui consiste à réviser l'article 195. Bon, l'article 195, c'est l'article qui régit la procédure de révision de la Constitution. On constate depuis longtemps, et on est pratiquement tous d'accord, les constitutionnalistes en ce sens, on constate que cet article est dépassé. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Mais très régulièrement, on pense à une prochaine révision de la Constitution à la toute fin d'une législature. Parce que la procédure de révision de la Constitution suppose l'adoption d'une déclaration de révision à la majorité absolue par la Chambre et le Sénat, une liste plus ou moins concordante déposée par le gouvernement, et à la suite de l'adoption de cette déclaration de révision de la Constitution, les chambres sont dissoutes et de nouvelles chambres sont en mesure de réviser la Constitution, moyennant une majorité des 2/3 et un quorum de présence des 2/3. Bon, qu'est-ce qui se passe dans tous les cas de figure? C'est qu'on ne pense à la déclaration de révision de la Constitution qu'à la toute fin de la législature, à un moment où nos mandataires politiques ne songent qu'à une seule chose, c'est d'aller dans leur circonscription électorale chercher les voix dont ils auront besoin pour survivre politiquement. Et donc cette déclaration de révision, elle est toujours bâclée. Et donc, qu'est-ce que l'on constate une fois que les nouvelles chambres ont été élues? C'est que la déclaration est étriquée, on n'a pas pensé à ouvrir à révision tel et tel article, et on est bloqué. Alors, en 2010-2011, c'est la réflexion que l'on s'est faite. Et là, on a décidé de réviser l'article 195, non pas pour imaginer une nouvelle procédure de révision de la Constitution plus intelligente, mais simplement pour, à titre transitoire, et en réalité à titre dérogatoire, dans les limites de la législature à venir, élargir la déclaration de révision, permettre donc de réviser des articles qui n'étaient pas déclarés révisables, et puis on referme la parenthèse. Bon, c'est exactement à cette procédure que les partis politiques qui soutiennent le gouvernement Arizona ont songé. Et donc, on parle maintenant d'une suppression du Sénat. C'est à peu près le seul trophée que la NVA a réussi à mettre à son chapeau, potentiellement, dans l'accord de gouvernement. Mais la déclaration de révision a été bâclée, comme d'habitude. Donc, il y a une série d'articles dont la modification s'impose si on veut supprimer le Sénat. Ces articles n'ont pas été déclarés révisables. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire une disposition qui va être présentée comme transitoire, qui est en réalité dérogatoire, et qui va donc modifier l'article 195 pour permettre d'élargir la déclaration de révision pendant cette législature-ci. Si on veut réviser, supprimer le Sénat, ce qui suppose quand même d'élargir la majorité actuelle, hein, puisqu'elle a 82 sièges sur 150 et il en faut 100 pour modifier la Constitution, donc il faut nécessairement convaincre des partis de l'opposition pour se joindre au suffrage des partis de la majorité. Mais donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est typiquement enfermé dans cette manière de travailler qui est caricaturalement belge. Caricaturalement belge, dans ce que la Belgique fait de moins bon. C'est-à-dire, on ne prend pas le problème à bras-le-corps, on ne prend pas un peu de distance en se demandant, mais
est-ce que ça a du sens de travailler comme ça? Normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre en chantier une révision de l'article 195, une nouvelle procédure de révision de la Constitution, qui évite de tomber dans les travers que l'on connaît depuis au moins 1970, c'est-à-dire une déclaration de révision à laquelle on pense quand il est déjà beaucoup trop tard, qui est bâclée et qui conduit à des difficultés lors de la constituante. Non, on ne traite pas le problème à bras-le-corps, on va bidouiller une révision de l'article 195, simplement pour se débarrasser de l'obstacle que constitue la déclaration étriquée adoptée à la fin de la législature précédente et les vices de la procédure de révision actuelle demeurent intacts. Donc voilà, c'est typiquement cette manière de travailler que je ne supporte pas. Et donc j'en appelle à l'élection d'un congrès national qui se donne les moyens et le temps d'améliorer notre Constitution sur tous les plans, à commencer par la question existentielle, voulons-nous, oui ou non, continuer à exister, et comment? Comme un État fédéral avec un vrai projet fédéral, ou comme une confédération d'États qui n'est que l'antichambre du séparatisme, à mon avis. D'accord. Donc on vient d'approfondir une question assez spécifique concernant les modalités d'une réforme constitutionnelle. On peut revenir peut-être à l'esprit plus général des institutions belges qui expliquent en partie pourquoi on continue de bidouiller. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que en Belgique, on est dans un système ultra représentatif, strictement représentatif, au sens où le monopole du pouvoir formel de décision dans les affaires publiques et même le monopole, comme on vient d'en parler, sur le changement en matière de répartition du pouvoir de décision, notamment l'existence ou pas de référendum, reste dans les mains des élus. Et donc dire aussi que les droits politiques en Belgique se réduisent essentiellement à l'élection des représentants, éventuellement se présenter soi-même à l'élection. Mais voilà, même si on peut nuancer ça par l'existence de la démocratie sociale consociative que vous évoquiez tout à l'heure, mais celle-ci semble quand même relativement à bout de souffle. Et donc, est-ce qu'on n'est pas désespérément dans un système ultra représentatif? Alors oui, on a un régime représentatif, c'est tout à fait clair. Maintenant, ce régime, vous le dites vous-même, est complété par des procédures de démocratie participative grâce à l'intervention d'une multitude de conseils, d'organes de concertation, notamment la concertation sociale, mais pas seulement. Il y a toutes les enquêtes publiques, il y a de différentes manières d'interroger quand même des segments de la population. Et bon, je pense qu'il y aurait déjà moyen de faire progresser la démocratie représentative en soignant les articulations entre les éléments de démocratie participative qui existent d'ores et déjà et la démocratie représentative. Je donne simplement un exemple. Quand le gouvernement vient avec un projet de loi devant la Chambre des représentants, l'exposé des motifs ne présente pas toujours toutes les consultations qui ont été organisées par le gouvernement en amont, et donc les parlementaires délibèrent du projet sans avoir toujours la connaissance fine de tout ce que les segments de la population ont pu dire à l'occasion de ces procédures de consultation ou de concertation. Voilà, je suis intimement convaincu que la démocratie représentative a ses limites, qu'il faudrait l'enrichir par des emprunts aux techniques de la démocratie directe et de la démocratie délibérative, faisant appel à des commissions composées de citoyens tirés au sort. Mais avant de nous tourner vers ces compléments qui me paraissent absolument nécessaires, je trouve qu'il faut aussi se pencher sur les moyens d'améliorer la démocratie représentative. Et un de ces moyens, c'est de soigner les articulations entre le travail des élus et tous ces organes de consultation et de concertation qui sont abondamment mobilisés par le gouvernement quand il rédige un projet de loi. Et j'ai d'autres idées pour améliorer la démocratie représentative.
euh, parce que même si il faut absolument l'enrichir par des emprunts aux techniques de la démocratie directe et aux techniques de la démocratie délibérative, je pense que elle ne peut pas, cette démocratie représentative, être négligée pour autant. Moi, je ne voudrais pas que on se focalise exclusivement sur euh, euh, ces techniques de démocratie directe et de démocratie délibérative, auxquelles je crois, et on va en parler sûrement. Mais je voudrais que l'on se préoccupe aussi et toujours d'améliorer la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle a ses limites. Ces limites tiennent sans doute essentiellement dans la particratie, qui a atteint des sommets en Belgique, c'est clair. Si la qualité délibérative du travail de nos élus est assez faible, c'est essentiellement en raison de la dialectique majorité-opposition. Les partis qui forment la majorité font bloc. La discipline de parti est telle que tous les élus votent en faveur de tous les projets, bons ou mauvais, déposés par le gouvernement. Et tous les partis qui font partie de l'opposition votent contre, même si parfois ils pensent du bien de l'une ou l'autre proposition défendue par la majorité. Donc, cette stérilisation du débat par l'articulation entre une majorité homogène, quasiment disciplinée, et une opposition qui fait bloc, cette, cette caricature, en quelque sorte, de la non-délibération qui affecte la qualité des échanges au sein des parlements, il faut évidemment s'en préoccuper. Alors, on doit certainement espérer que si l'on progresse du côté de la démocratie directe, on pourra, je dirais, secouer la particratie et la faire évoluer. Mais il y a d'autres idées qui méritent, à mon avis, aussi d'être mises en œuvre pour améliorer la démocratie représentative. Et il est temps, je pense, enfin, il est temps. On peut toujours espérer défendre quelques idées de nature à améliorer la procédure. Euh, une des idées, parmi beaucoup d'autres, que je défends, c'est l'idée d'obliger nos élus à faire preuve d'une plus grande minutie législative. Une obligation, par exemple, de répondre de manière rigoureuse et systématique aux avis de la section de législation du Conseil d'État. Une obligation de présenter aux élus les résultats des procédures de consultation et de concertation qui ont été menées en amont du dépôt du projet de loi. Donc, on pourrait imaginer de donner à la Cour constitutionnelle le pouvoir de contrôler la régularité de la procédure d'élaboration des lois et des décrets et des ordonnances à Bruxelles. Voilà, ce sont des idées, je trouve, qui méritent d'être débattues. Parce que ce que je ne voudrais pas, c'est que on considère au fond que cette démocratie représentative a tous ses défauts et qu'elle est inaméliorable et qu'il faut miser tout sur des référendums et des procédures de démocratie délibérative. Je crois que les trois volets vont ensemble. Ça, c'est vraiment ma conviction la plus profonde. Il faut améliorer la démocratie représentative et en même temps la compléter par des recours aux techniques de la démocratie délibérative et aux techniques de la démocratie directe. Mais en toute hypothèse, la démocratie représentative restera centrale, à mon avis. Parce que c'est quand même elle qui va décider, oui ou non, d'organiser des procédures de démocratie délibérative plus amplement qu'on ne le fait maintenant. C'est elle, la démocratie représentative, qui est en charge de la décision d'ouvrir la voie à des techniques de démocratie directe. Et à supposer que ces différentes techniques soient mises en œuvre, c'est toujours la démocratie représentative, c'est toujours nos élus qui seront en charge de mettre en œuvre les décisions prises par les citoyens. Hein, donc, voilà, il y a cette idée essentielle à mes yeux qu'en toute hypothèse, la démocratie représentative restera au centre du jeu. Oui, très probablement, on ne voit pas comment faire autrement. On a besoin d'un Parlement. Donc les procédures de démocratie directe pourraient peut-être avoir un effet sur la qualité des délibérations au niveau du Parlement,
un exemple actuel au travers des manifestations fréquentes, enfin, tous les mois avec grève des partenaires sociaux. On a une majorité qui dit et qui estime ou qui met en avant le fait d'avoir un mandat clair de l'électeur grâce aux élections. On a une opposition qui dit mais non, on n'a jamais voté pour ça. Donc on est vraiment dans la dialectique, comme vous disiez, majorité et opposition. On peut imaginer peut-être recourir au suffrage universel pour trancher entre majorité et opposition, puisque a priori on peut penser qu'un mandat clair sur chaque décision particulière issue des élections est quand même de la rhétorique. Voilà, et donc imaginez que le référendum puisse intervenir à un moment donné dans cette dialectique et dire, mais voilà, finalement, la majorité aujourd'hui, voilà ce qu'elle pense réellement au travers d'un vote au suffrage universel, permettrait peut-être d'échapper, en tout cas sur les questions qui sont soumises à cette procédure, d'échapper à cette dialectique majorité-opposition où finalement il n'y a pas vraiment de délibération. Oui, donc c'est sûr que donner à un moment donné le pouvoir de décision au peuple lui-même, au corps électoral lui-même, à travers un référendum décisoire, bouscule complètement la particratie, c'est clair. Maintenant, de nouveau, j'en appelle toujours à cette articulation entre démocratie représentative et démocratie directe. Si l'on veut organiser un référendum sur un certain nombre de questions, probablement à l'échelle régionale en Belgique, parce que je n'y crois pas à l'échelle fédérale, aussi longtemps qu'on n'a pas clarifié l'avenir de l'État belge, il faudrait quand même que, avant que le peuple, le corps électoral se prononce directement sur la question, que les élus eux-mêmes se prononcent. Je pense que la délibération doit avoir lieu préalablement au sein du Parlement. Alors on doit évidemment imaginer différentes procédures pour déclencher le référendum. Si c'est une initiative populaire, donc il faut qu'une fraction du corps électoral dépose une proposition et que cette proposition soit soumise au vote. Je pense qu'il est important de permettre aux élus de donner leur avis avant que le corps électoral puisse se prononcer. Il est important que le corps électoral écoute les arguments pour et contre tels qu'ils ont pu être élaborés à la suite d'une délibération parlementaire. Je crois que le mauvais chemin, c'est d'organiser des procédures de démocratie directe sans passer par la discussion préalable entre des élus. Et on peut aussi, évidemment, recourir à la démocratie délibérative à la faveur de commissions composées de citoyens tirés au sort. Je pense par exemple que on pourrait demander à de telles commissions de donner aussi un avis au corps électoral avant que celui-ci ne se prononce par voie référendaire. Dans le canton de Genève, ce sont des expériences qui se multiplient maintenant en Suisse. Donc la Suisse pratique de manière assez régulière les techniques de la démocratie directe à travers notamment l'initiative populaire ou le référendum abrogatif à propos des lois. Eh bien, dans le canton de Genève, on réunit une commission délibérative composée de citoyens tirés au sort pour rédiger la notice explicative en 2 pages qui est remise à tous les citoyens avec une présentation la plus objective possible, des arguments pour et des arguments contre. Et cette notice explicative étant rédigée par ces citoyens tirés au sort, je dirais, créer un climat de confiance auprès des citoyens suisses invités à se prononcer lors de la votation, comme ils l'appellent. Hein, parce que la notice explicative, avec le pour et le contre, ont été soigneusement rédigées par ces commissions délibératives composées de citoyens tirés au sort, sans qu'il y ait de manipulation. Hein, voilà, tous les arguments pour et tous les arguments contre ont été soigneusement délibérés et sont présentés
à chacun des citoyens à bien participer à la votation en connaissance de cause. Donc voilà, il faut éviter à tout prix de recourir aux techniques de la démocratie directe sans passer par le préalable de la démocratie délibérative ou de la démocratie représentative, ou des deux. En Belgique, on a recours aux assemblées tirées au sort de plus en plus. C'est devenu un complément dans différents parlements, en tout cas parlement bruxellois, parlement wallon et certainement germanophone. Oui. On entend de plus en plus les promoteurs de ce type de dispositif souhaiter un pouvoir décisionnel de ces assemblées tirées au sort. Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste? Comparativement, excusez-moi, par rapport au pouvoir décisionnel qu'aurait un référendum, et bien entendu le Parlement élu. Oui, oui. Non, donc je ne suis pas favorable à un pouvoir décisionnel remis à ces commissions délibératives composées de citoyens tirés au sort. Je crois que leur recommandation doit évidemment faire l'objet d'un examen extrêmement attentif de la part des élus. Les élus ont, d'ailleurs c'est prévu en communauté germanophone, l'obligation de motiver soigneusement les raisons pour lesquelles le Parlement suit ou ne suit pas la recommandation qui a été élaborée par la commission délibérative composée de citoyens tirés au sort. Mais en dernière instance, ce sont les élus qui ont le dernier mot. Alors, pourquoi ce me semble légitime? Parce que quand on fait le tableau des avantages et des inconvénients de la démocratie délibérative composée de citoyens tirés au sort, il faut quand même bien mesurer les limites de la légitimité de ces commissions. Elles ont l'immense avantage, commençons par souligner les avantages. Ces commissions délibératives ont l'immense avantage d'être plus représentatives que les assemblées composées exclusivement d'élus. Donc cela, ça a été démontré par la science politique depuis longtemps. On sait bien que dans les assemblées parlementaires, les couches les plus favorisées de la population sont surreprésentées. Tandis que, en recourant aux techniques de composition sociologiquement équilibrée des commissions délibératives, on obtient une représentativité plus fidèle. Donc c'est évidemment un avantage majeur. Deuxième avantage majeur des commissions délibératives composées de citoyens tirés au sort, c'est la qualité de la délibération, parce que ces commissions ne travaillent pas sous l'empire de la dialectique majorité-opposition. Il n'y a pas la particratie, il n'y a pas la discipline de vote, et donc la qualité dans l'échange des arguments est nettement supérieure. Deuxième avantage. Troisième avantage, il y a un recours à l'expertise, pour autant que ce ne soit pas un peu truqué, si je puis dire, si ce recours est fait de manière objective et impartiale, les tirés au sort ont l'avantage de pouvoir être éclairés par des experts qui les mettent en présence de tous les arguments pour et contre telle ou telle proposition. Cela étant dit, du côté des inconvénients ou des faiblesses de ces commissions délibératives, il faut, rappeler que ces citoyens ont été tirés au sort par l'effet du hasard. Ils n'ont pas été habilités à vouloir, au nom et pour le compte de la nation ou de la communauté ou de la région ou de la commune. Donc, il y a là une dimension aléatoire qui est quand même un élément d'affaiblissement de leur légitimité. Ils n'ont pas été habilités. Donc, on ne peut pas se reconnaître dans une commission délibérative de citoyens tirés au sort. Ils n'ont pas été habilités. Et par ailleurs, ils n'ont aucun compte à rendre. Donc l'idée de la responsabilité, l'idée de la reddition des comptes, elle est au cœur de la démocratie représentative. Vous avez été élu sur la base de telle ou telle promesse, et puis à la fin de votre mandat, vous devez rendre des comptes si vous voulez être réélu. Bon. Donc cette idée de la responsabilité des mandataires politiques élus est à l'avantage de la démocratie représentative, et elle est totalement absente
des commissions délibératives. Ces commissions sont composées d'irresponsables. Bon. En outre, autre inconvénient non négligeable, il n'y a pas moyen de voir une commission délibérative de citoyens tirés au sort sortir de l'enceinte où les débats ont lieu pour alerter la société civile, mobiliser les groupes de pression, les groupements d'intérêt et peser sur la décision. C'est aussi un avantage de la démocratie représentative. Quand un élu n'est pas d'accord avec un projet déposé par le gouvernement, il peut mobiliser les syndicats, il peut mobiliser les associations qui défendent toute une série d'intérêts généraux ou sectoriels. Et donc, il y a entre le Parlement et la société civile des canaux. Ces canaux n'existent pas entre une commission délibérative des citoyens tirés au sort et la société civile. Donc, voilà, donner à des commissions délibératives un pouvoir de décision à l'encontre du pouvoir de décision des élus ne me paraît pas défendable. En revanche, si l'on pouvait imaginer à l'échelle fédérale une réorganisation du bicaméralisme, en manière telle qu'à côté de la Chambre siégerait un Sénat composé pour moitié de citoyens tirés au sort et pour moitié d'élus, là je pense que l'on pourrait donner un pouvoir de décision bicaméral. Donc je verrais comme extrêmement légitime une loi adoptée par la Chambre des représentants et le Sénat, un Sénat composé pour moitié d'élus et pour moitié de tirés au sort. Parce que dans ce cas-là, on a tous les avantages de des commissions délibératives et les avantages de la démocratie représentative. Les élus ne pourraient pas travailler exclusivement sur la base de la discipline de parti, sur la base du clivage majorité-opposition. Ils seraient obligés de véritablement délibérer avec les tirés au sort, qui eux ne sont pas tributaires de la discipline de parti. Et donc la légitimité d'une décision adoptée par ce Sénat me paraîtrait optimale. Maintenant, articuler des commissions délibératives de citoyens tirés au sort avec la démocratie directe, ce me semble aussi une voie tout à fait prometteuse. Donc que, à la suite du travail bien assumé par ces citoyens tirés au sort, une recommandation puisse être soumise à la ratification référendaire par une majorité du peuple interrogé directement, là, très bien, je n'ai aucune objection. Pour autant que les élus ne soient pas court-circuités. Donc je pense que la recommandation qui émanerait d'une commission délibérative de citoyens tirés au sort doit encore être examinée par les élus qui doivent pouvoir donner leur avis. Et puis le peuple tranche. On entend souvent aussi par rapport au référendum un contre-argument consistant à dire que le référendum c'est la porte ouverte à du populisme, voire des mesures extrêmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des balises possibles, nécessaires, supplémentaires à une délibération améliorée via notamment les assemblées citoyennes, comme vous venez d'en parler, ou une meilleure délibération parlementaire dans le cadre d'un référendum? Oui, je pense que la dérive populiste, elle peut être contrecarrée par un certain nombre de dispositifs. Un premier dispositif, c'est un contrôle de la constitutionnalité des initiatives populaires en amont. Donc, pour qu'une initiative populaire soit recevable, elle doit respecter un certain nombre de conditions. Et évidemment, les principales conditions de recevabilité d'une initiative populaire, c'est le respect des droits de l'homme. Le titre 2 de la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et donc il y a actuellement, en droit positif, dans le système des consultations populaires pour la région wallonne, un contrôle de constitutionnalité qui est prévu. Ça me paraît légitime. C'est un premier garde-fou. Le deuxième garde-fou, c'est précisément l'articulation entre démocratie directe et démocratie délibérative. Donc, ces commissions délibératives de citoyens tirés au sort peuvent envoyer au corps électoral, avant la votation,
un signal mettant en exergue le danger populiste de telle ou telle proposition. Et pour le surplus, je suis très très frappé par les témoignages que j'ai récemment entendus de collègues constitutionnalistes suisses qui montrent comment un certain nombre d'initiatives populaires extrêmement malheureuses ont fini par être contrecarrées ou très largement recadrées parce que en Suisse, il est apparu que d'initiative populaire en initiative populaire, étant entendu les contre-propositions qui peuvent être rédigées par les élus, étant entendu aussi les contrôles par le tribunal fédéral, il est apparu que le peuple a pu évoluer. Hein. Par exemple, il y a eu une initiative populaire en faveur du retour automatique des étrangers délinquants. Cette initiative populaire a été adoptée. Bon. Mais elle se heurtait à toute une série d'objections tirées du droit des droits de l'homme, notamment le droit à la vie familiale, le droit au respect de la vie privée et familiale, puisque quand on veut mettre un étranger délinquant hors du territoire, qu'en est-il de sa famille? Bon. Évidemment, ceux qui ont soutenu l'initiative populaire en faveur d'un renvoi automatique des délinquants étrangers n'ont pas pensé une demi-seconde aux droits fondamentaux de la famille du délinquant. Mais c'est tout l'honneur des droits de l'homme d'y songer. Et donc, l'Assemblée des élus en Suisse, le Conseil national, le Conseil des États, ont veillé à protéger le droit à la vie privée et à la vie familiale lors de la mise en œuvre de la décision qui a été adoptée par une majorité de citoyens suisses et de cantons suisses. Et donc, l'expérience suisse démontre amplement ce que je disais tout à l'heure, à savoir le caractère extrêmement précieux des articulations entre démocratie représentative et démocratie directe. La Suisse, contrairement à l'image d'Épinal que l'on en a trop souvent, ce n'est pas le paradis d'une série de votations organisées sans l'intervention des élus. Non, les élus interviennent en amont parce qu'ils peuvent soutenir un contre-projet, et puis les élus doivent intervenir en aval parce que c'est à eux qu'il appartient de mettre en œuvre la décision adoptée par référendum. Et lors de la décision de mise en œuvre, ils peuvent et ils doivent faire intervenir le respect des droits fondamentaux. Et donc ce sont des contrepoids aux dérives populistes que l'on a pu observer en Suisse qui ont fonctionné. Il faut savoir par exemple qu'une des initiatives populaires qui a été soutenue en Suisse était dirigée contre le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme. Beaucoup de citoyens suisses considèrent que quand la Cour européenne des droits de l'homme condamne une législation à l'intérieur d'un État, c'est insupportable pour la démocratie. Donc c'est toujours cette idée que la démocratie, c'est la volonté d'une majorité au sein des élus ou d'une majorité à l'issue d'une votation par démocratie directe. Non, je reviens à ma définition initiale de la démocratie. La démocratie présuppose le respect des droits fondamentaux. C'est l'égalité et l'autonomie collective. Et la condition de possibilité, c'est le respect des droits fondamentaux. Donc, il est évident qu'il faut mettre en place des garanties pour éviter que des initiatives populaires s'écartent des exigences incontournables du droit des droits de l'homme. Et en Suisse, ça a fonctionné. Donc l'initiative populaire qui a été déposée par un parti populiste et des citoyens de ce bord pour exclure tout pouvoir exercé par la Cour européenne des droits de l'homme, cette initiative populaire a été rejetée par une majorité de Suisses. Parce que la société civile suisse
a réagi, a fait comprendre à la majorité des cantons et des citoyens suisses que se débarrasser d'un contrôle par une juridiction comme la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un recul civilisationnel majeur. Et donc, ce que l'expérience de ces votations qui sont intervenues en Suisse sur des initiatives populaires d'inspiration populiste est rassurante. Elle démontre que le peuple suisse a pu évoluer, a pu dans un premier temps se laisser séduire, et puis dans un second temps a pu se rendre compte des excès que l'on allait commettre. Et c'est rendu possible par de bonnes articulations entre les éléments de la société civile qui portent l'initiative, les éléments de la société civile qui réagissent pour ou contre l'initiative populaire, le Conseil national et le Conseil des États, donc le Parlement suisse bicaméral, et le tribunal fédéral. Et donc c'est l'articulation entre ces différentes composantes du système démocratique et institutionnel suisse qui a démontré une certaine résilience démocratique et une capacité de résister contre des dérives populistes. Une dernière question, si vous voulez bien. Vous venez d'évoquer le rôle de la société civile. Est-ce que vous pensez qu'en Belgique, les corps intermédiaires pourraient voir dans une combinaison de démocratie directe, délibérative et représentative une opportunité plutôt qu'une menace par rapport à leur rôle dans la démocratie sociale notamment? Je suis assez convaincu que la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, trouve plus commode de faire pression sur les élus, et essentiellement le MR, pour la partie francophone du pays et la NVA, plutôt que de courir le risque d'être dépossédé du processus décisionnel en faisant intervenir des commissions délibératives de citoyens tirés au sort et en faisant intervenir le corps électoral lui-même à l'occasion d'un exercice de démocratie directe. Donc je peux me douter, je ne les ai pas interrogés, je peux me douter qu'un groupe de pression comme celui-là n'a aucun intérêt à entrer dans ces perfectionnements de la démocratie. Mais voilà, c'est toute la limite qui affecte la légitimité d'un groupe de pression de ce type. Et je crois que du côté des syndicats, c'est la même chose. Je ne les ai pas interrogés, mais je ne serais pas étonné qu'ils soient très craintifs devant ces innovations et ces perfectionnements de la démocratie qui me paraissent fondamentalement légitimes moyennant toutes les conditions que j'ai indiquées. Mais c'est clair qu'eux aussi doivent sans doute trouver plus commode de passer par des pressions exercées directement sur les élus qui leur sont les plus proches. Donc là, il y a un apprentissage des nouveaux outils de la démocratie délibérative et directe que les groupes de pression devraient faire. Maintenant, en Suisse, ces groupes de pression, ils existent et ils se sont accommodés. Alors, bien sûr, ils peuvent intervenir par des campagnes lors de la campagne référendaire qui précède l'organisation de la votation. Et donc là aussi, il y a sans doute un encadrement de la campagne référendaire et des moyens financiers qui peuvent être investis pour ou contre telle ou telle proposition auxquels il faut penser. Donc, en réalité, mettre en place un certain nombre de techniques de démocratie directe en Belgique, ça suppose encore un énorme travail juridique pour cadrer ces innovations. Et on est encore très très loin du compte parce que effectivement c'est un non-sujet en Belgique. Pour les raisons que j'ai indiquées à l'échelle fédérale, mais je crois qu'à l'échelle régionale, il n'y a pas de raison de ne pas progresser et de ne pas aller vers une transformation des consultations populaires en référendum de décision. Merci beaucoup, Yves Dumont, pour le temps que vous avez accepté de nous consacrer. Avec grand plaisir.